Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous pour discuter aujourd'hui encore du droit constitutionnel, notamment de la théorie générale du droit constitutionnel. Bien évidemment, nous allons essayer aujourd'hui de discuter la théorie de la représentation. Quand on parle de la théorie de la représentation, cela veut dire que nous aurons besoin de désigner des représentants en ce qui concerne la démocratie. Bien entendu, on a parlé de l'État, des éléments constitutifs de l'État, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la différence, d'abord, entre ce qu'on pourrait appeler monocamérisme et bicamérisme. Le monocamérisme, comme vous le savez, c'est un système où le Parlement il est composé d'une seule chambre. Ça vient de monocamérisme, donc une seule chambre. Cette chambre elle est le siège de tous les représentants. Cela veut dire que ce système il a des avantages comme il a aussi des inconvénients. Le principal avantage de ce monocamérisme est que l'ensemble des représentants ils s'expriment d'une façon qui est cohérente. On dénombre quand même deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au sein du pouvoir législatif. Cela veut dire que lorsque vous avez un système monocamérisme, vous n'avez pas de contre-pouvoir qui va essayer de contrecarrer, de faire un petit peu l'équilibre avec cette chambre de représentants. Donc, le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au sein du pouvoir législatif. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on constate que les États monocaméraux, ils sont sujets à une surpuissance parlementaire, menant à des régimes d'assemblée. Donc, ici, on note que le système monocamérisme, c'est un système où le Parlement il a une seule chambre. Il a un avantage qui est principal, c'est que l'ensemble des représentants ils peuvent s'exprimer de façon cohérente, mais quand même, on note deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au sein du pouvoir législatif. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on constate au niveau de ces États monocaméraux qu'ils sont souvent des sujets à une surpuissance parlementaire qui mène par la suite à des régimes d'assemblée. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la République française, la France a adopté une organisation monocamérale dont 3 constitutions, à savoir la constitution de 1791, et puis celle de 1793, et enfin la constitution de 1848. Pour ce qui est de l'autre système parlementaire qui est le bicamérisme. Le bicamérisme, c'est un système, comme le montre son nom, le bi, ça veut dire deux, c'est un système où 2 chambres forment le Parlement. D'ailleurs, c'est le cas aux États-Unis, en France et aussi au Maroc. Nous avons 2 chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Donc, le bicamérisme, c'est un système où nous avons 2 chambres qui vont former le Parlement. C'est le système qui est le plus ancien, inventé en Grande-Bretagne avec la Chambre des Lords, la Chambre haute, et la Chambre des communes, la Chambre basse. Il y a donc là plusieurs justifications à l'adoption de ce système. Parmi, c'est que d'abord, on peut dire que ce système permet de représenter les différentes collectivités territoriales de l'État, telles que
les États fédèrent au sein du Sénat américain. Vous savez que les États-Unis, nous avons plusieurs États, 50 États, et nous avons un système fédéral. Cela veut dire que au niveau du Congrès, on a des parlementaires selon le nombre d'habitants de chaque État, mais au Sénat, donc les sénateurs, nous avons, chaque État est représenté par 2 sénateurs, à savoir 100 au total, qui représentent bien sûr les 50 États. Donc c'est un système, le bicamérisme, c'est un système qui pourrait facilement représenter les différentes collectivités territoriales de l'État. Comme on a dit, l'exemple, elle est là, devant nous au niveau du Sénat américain, ou bien les collectivités locales dans les États unitaires. Lorsqu'on parle d'un État qui est fédéral, donc il représente les États, et lorsqu'on parle d'un État unitaire, il représente les collectivités locales dans ces États, à savoir par exemple, si on prend en considération par exemple un exemple qui est le Maroc. Le Maroc, donc, il y a 12 régions, donc ces 12 régions peuvent être représentées avec ce système de bicamérisme à travers les collectivités territoriales. Le deuxième avantage, c'est que la totalité du peuple s'exprime en une chambre basse. Cela veut dire que avant, c'était pour les aristocrates, ça veut dire l'aristocratie en Grande-Bretagne, et en une chambre basse, il reste donc cette représentativité qui est significative. Le reste de la population en Grande-Bretagne, c'est pourquoi on a eu ce système de 2 chambres, une chambre haute et une chambre basse. Donc la totalité du peuple, il s'exprime en une chambre basse et en une chambre qui est bien évidemment représentante de l'aristocratie en Grande-Bretagne. Cependant, comme c'était le cas pour le système monocamérisme, le bicamérisme il a des avantages qui sont apparents, mais il a aussi des inconvénients. On a noté quelques avantages, donc il y a principalement 3 avantages apparents. D'abord, le premier, c'est que les 2 chambres constituent un contrepoids l'une envers l'autre au sein du pouvoir législatif. Ça veut dire que chaque chambre, il représente un contrepoids envers l'autre chambre. Ça, c'était absent dans le premier système. Le deuxième point qui est fort, le deuxième avantage, si on peut dire, c'est que le système de 2 chambres, le système bicamérisme, il permet un système de navette législative. Donc, si on parle d'un système de navette législative, cela veut dire que la loi sera mieux travaillée et sera conçue d'une façon très élaborée parce qu'il y a une navette, il y a des remarques, il y a donc des modifications et cela veut dire que nous aurons à la fin une meilleure qualité de la loi au niveau, bien sûr, du travail législatif. Le troisième grand avantage pour ce système, c'est que cette chambre, qui est la deuxième chambre, la chambre des Sénats ou bien la chambre haute, elle est considérée comme plus sage. C'est pourquoi on appelle cette chambre la chambre des sages, ou bien des conseillers, ou bien le Sénat, des sénateurs. D'ailleurs, ça a une relation avec l'âge, au vu de l'âge avancé de ces membres de la deuxième chambre. Alors là, donc, j'essaie de récapituler. Nous avons donc, pour ce qui est du système bicamérisme, nous avons 3 avantages qui sont apparents.
Le premier, c'est qu'il y a un contrepoids entre les deux chambres. Chaque chambre représente un contrepoids envers l'autre au sein du pouvoir législatif. Le deuxième, c'est qu'on a un système de navette entre la première chambre et la deuxième chambre, et cela veut dire qu'on aura beaucoup de remarques, et on a donc intérêt à modifier et à travailler, à bien travailler la loi, et donc on aura une loi qui est d'une meilleure qualité. La troisième chose, ou bien le troisième avantage, c'est que la chambre haute, la deuxième chambre, il est toujours considérée comme une chambre des sages, donc plus sage, au vu d'abord de l'âge avancé de ses membres. Cependant, nous avons quand même un inconvénient majeur à ce système. Donc, ce système de bicamérisme, il est inégalitaire. Pourquoi? Parce que la chambre basse dispose de plus de pouvoir, notamment au sujet des lois budgétaires, notamment aussi au sujet du gouvernement, du choix du chef du gouvernement. Si vous prenez par exemple la Constitution marocaine, nous avons l'article 47 de la Constitution qui prévoit que le roi nomme le chef de gouvernement du parti politique qui a eu le plus grand nombre de sièges parlementaires au niveau de la Chambre des représentants, ça veut dire la Chambre basse. Donc, toujours est-il que c'est un système qui demeure inégalitaire, car la Chambre basse, vis-à-vis de la deuxième chambre, dispose de plus de pouvoir, notamment au sujet des lois budgétaires et notamment aussi au niveau donc, du gouvernement. Maintenant, nous allons essayer de faire la différence en ce qui concerne cette représentativité entre le suffrage restreint et le suffrage universel. Nous avons parlé de plusieurs auteurs en ce qui concerne l'État, mais quand même, il faut expliquer ce que c'est cette différence entre un suffrage qui est restreint et un autre suffrage qui est dit universel. Donc, le droit de suffrage, comme vous le savez, c'est le droit reconnu à l'individu d'exprimer librement son choix politique par le biais d'une votation. Bien entendu, il y a deux types de votation ou bien vote. Il y a le référendum, et on a bien discuté cette différence. Il y a le référendum et il y a l'élection. Donc, quand on parle suffrage, c'est un droit qui est reconnu à un individu d'exprimer librement son choix politique par le biais de vote. Essayons maintenant de parler, de discuter encore ou bien d'expliquer encore mieux ce que c'est le suffrage restreint. Bien entendu, quand on parle de suffrage restreint, c'est un droit de suffrage qui est reconnu à certaines catégories de citoyens. On en a parlé lorsqu'on a parlé de l'État, des éléments de l'État et aussi du contrat social. Donc le suffrage, il peut être censitaire. Donc c'est un système qui était employé en France de 1791 à 1848, c'est-à-dire accordé aux citoyens qui étaient actifs et qui payaient le cens, ça veut dire qui payaient leur impôt. Donc là, c'est un système qui restreint le droit de vote à une partie de citoyens sans les autres. Donc, ça veut dire que c'est un système, bien évidemment, qui n'existe plus maintenant, mais qui était quand même employé en France de 1791 jusqu'en 1848, ça veut dire la Première République, Deuxième et Troisième République en France. Donc, ce système, il accordait le droit
le droit de suffrage tout simplement aux citoyens qui étaient actifs ou bien qui payaient le cens, l'impôt. Donc, ça c'est le premier cas. Le suffrage, il pourra aussi être restreint car il peut également être capacitaire. Je m'explique. Ça veut dire qu'il peut être censitaire, ça veut dire qu'il vise tout simplement les gens qui payent leurs impôts, donc là, il accorde le droit de vote tout simplement pour cette partie de la population qui paye le cens, et il peut être capacitaire, ça veut dire que seuls les citoyens pouvant produire la preuve de capacité intellectuelle suffisante, certains diplômes ou bien alphabétisation, ça veut dire que les gens qui sont analphabètes n'ont pas le droit de voter. Donc ici, on fait encore une discrimination au niveau de la population. Ça veut dire qu'on ne donne pas ce droit à tout le monde, mais on fixe des critères, soit le cens, à savoir l'impôt, soit aussi les capacités intellectuelles, avoir des diplômes ou bien autres. Et donc ce type de suffrage, il fut employé par la France et la Grande-Bretagne aussi dans les colonies. Maintenant, l'opposé de ce suffrage qui est restreint, c'est ce qu'on appelle le suffrage universel. Le suffrage universel. Bien évidemment, le suffrage universel, c'est un droit de vote qui est reconnu à tous les citoyens. Ça veut dire qu'on ne fait pas de différence entre les gens qui payent leurs impôts ou non et entre les gens qui sont analphabètes ou les autres qui ont des diplômes ou bien qui ont une capacité intellectuelle. Donc, c'est un droit, quand on parle de suffrage universel, on parle d'un droit de vote qui est reconnu à tous les citoyens. Ça veut dire qu'il est reconnu à tous les citoyens sans aucune distinction de richesse ou de capacité. On estime aujourd'hui que ce type de suffrage est un pilier de la démocratie. C'est normal parce qu'il n'y a pas de discrimination. On ne fait pas de classification de la population selon leur richesse ou bien leur diplôme, mais on considère que tout le monde a le droit, bien sûr, de vote et de s'exprimer librement pour son choix politique. Donc même dans un système de suffrage universel, le droit de vote, il demeure limité, certes, mais quand même, il n'est pas restreint. Il y a donc une différence entre un système de suffrage qui est restreint, ça veut dire qui fixe les gens qui ont le droit de voter, à savoir, comme c'était le cas donc, pour ceux qui payent l'impôt ou bien ceux qui avaient des diplômes ou bien une capacité intellectuelle, et le suffrage universel qui ne fait aucune différence entre la population. Bien sûr, c'est un système de suffrage qui n'est pas restreint, qui est universel, mais quand même, ça ne veut pas dire que tout le monde a le droit de vote. Cela veut dire qu'il reste quand même des limites. Donc, c'est un système qui est limité en ce qui concerne le droit de vote. Le droit de vote, il demeure limité. Pourquoi? Parce que nous aurons trois sortes de limitations possibles. D'abord, nous avons eu dans le temps cette limitation au suffrage universel masculin. Si vous voulez parler, par exemple, le droit de vote pour la femme, donc il est récent. Et puis, donc, quand on parle de la mixité, cette mixité, elle fut acquise en 1870 aux États-Unis, en 1918 en Grande-Bretagne et seulement le 21 avril 1944 en France. Cela veut dire que là, cette limitation au suffrage universel masculin, ça veut dire que les hommes étaient les seuls à avoir ce droit de vote.
Et puis donc la mixité n'existait pas dans ce droit universel. Il y a une remarque tout de même, c'est qu'il faut retenir deux lois sur l'égalité homme-femme. Donc il y a la loi organique de 8 juillet 1999 en France qui intègre dans la Constitution l'égalité homme-femme au plan politique. Et il y a une deuxième loi qui est ordinaire, et donc ce n'est pas une loi organique, c'est une loi ordinaire du 6 juin 2002 disposant l'égalité homme-femme parmi les candidats aux élections municipales et à toute élection à la liste. Pour ce qui est de suffrage universel, maintenant qui est généralement réservé aux citoyens et qui n'est pas attribué aux étrangers résidents. C'est une sorte de limitation de ce suffrage universel. Donc, on limite pratiquement, donc on donne ce droit aux citoyens, mais on ne le donne pas aux étrangers résidant dans un territoire ou bien dans un État. Si vous prenez par exemple la France, l'article 3 de la Constitution de 1958, la Ve République, dispose que sont électeurs tous les nationaux majeurs des deux sexes. Ça veut dire que cet article ne parle pas des étrangers résidant en France. Donc, on a vu comment le Conseil constitutionnel français il a eu ce problème lors de vote de traité de Maastricht. Et, donc, on a eu ce problème qui a obligé donc l'Union européenne à changer l'article pour ne pas être en contradiction avec cet article 3 de la Constitution française, à savoir cet article qui ne donne pas le droit de vote aux étrangers résidant en France. Donc, il existe bien entendu une exception depuis la révision constitutionnelle de 25 juin 1992. En effet, les ressortissants des pays membres de l'Union européenne sont éligibles et ils peuvent voter aux élections municipales. Donc c'est une exception suite bien évidemment à la révision de la Constitution, mais quand même il y a toujours cette limitation qui reste là. Ça veut dire que les étrangers d'autres pays autres que l'Union européenne n'ont pas le droit de voter pour ce qui est des élections municipales en France. Donc là, c'est une sorte de limitation de ce suffrage. Aussi, la troisième limitation de ce suffrage universel, c'est qu'il est limité aux nationaux, mais ayant la majorité civile, ça veut dire ayant 18 ans et plus, capables et disposant de leurs droits civiques. Donc ici, ce que nous devrions comprendre, c'est que même au niveau du suffrage, on a deux différences. On a un suffrage qui est restreint et un autre qui est universel. Tout de même, le suffrage universel, il a aussi des limitations. Ces trois limitations qu'on vient d'évoquer, donc à savoir l'âge et à savoir aussi les étrangers résidant sur le sol français qui n'ont pas ce droit. Et puis nous avons aussi cette limitation qui existait jusqu'à 1944 en France en ce qui concerne la limitation au suffrage universel masculin. Donc, passons maintenant, après cette distinction entre ces deux types de suffrage, passons à la différence entre un scrutin uninominal et un scrutin de liste. Nous devrions faire une différence
parce qu'on va parler de la représentativité. Donc ici, on est en train de détailler un petit peu le mode de scrutin qui est bien entendu un procédé technique visant à aménager l'exercice du vote pour des élections données afin de répartir les sièges à pourvoir entre les candidats. Bien sûr, si vous avez un scrutin uninominal, ça veut dire que chaque circonscription, il y aura beaucoup de candidats, mais chaque candidat, il est le seul dans son parti qui va représenter son parti politique au niveau de cette circonscription. Donc, ce n'est pas le cas quand vous parlez d'un scrutin de liste. Quand vous parlez d'un scrutin de liste, prenons par exemple la ville d'Oujda. Vous avez au Parlement 4 sièges en liste, bien sûr, locale. Si vous avez un système de scrutin de liste, chaque parti politique doit présenter une liste avec 4 candidats, parce que nous avons 4 sièges à pourvoir. Si vous avez un scrutin uninominal, chaque parti doit présenter 4 candidats, mais différents. Chaque candidat dans une circonscription bien limitée. Donc c'est ça la différence entre le scrutin uninominal et un scrutin de liste. Pour ce mode de scrutin, il y a aussi ce qu'on peut appeler un vote nul ou blanc. Dans le scrutin, donc les votes blancs ou bien nuls ne sont pas comptabilisés comme des suffrages exprimés. Ça veut dire qu'il faut faire la différence entre un vote nul, entre les gens qui ont le droit de voter et entre ce qu'on peut appeler les voix exprimées. Et donc, je vais essayer d'expliquer ça dans un exercice vers la fin. Pour ce qui est toujours de ce scrutin uninominal, ça veut dire ce scrutin, comme on l'a dit, il pourvoit un seul siège à une seule personne. Un seul siège à une seule personne. Donc ce système, il est simple. Donc, d'ailleurs, le Maroc, il utilisait ce système avant. Et maintenant, il est question de changer le mode de scrutin au Maroc et de repasser encore une fois de scrutin de liste au scrutin uninominal. Donc, ce scrutin qui est uninominal, il pourvoit un seul siège à une seule personne. Ce système, il est simple, certes, mais le choix, il ne se fait pas sur le programme de parti politique, mais il se fait sur la personne et non sur le programme. Donc là, c'est un petit peu personnaliser la chose politique et la chose publique, et ça veut dire qu'on va voter pour la personne et non pas pour un programme politique d'un parti. Dans le cadre d'un scrutin de liste, c'est le contraire. L'électeur, il désigne une liste, bien entendu, cette liste de candidats. Le nombre de personnes qui existent dans cette liste, elle dépend des sièges à pourvoir. Et donc, le nombre de personnes variant selon le nombre de sièges à pourvoir. Si vous avez, par exemple, une liste électorale pour les municipalités, les collectivités locales, prenons le cas, par exemple, le cas de la commune d'Oujda. Vous aurez, bien entendu, 65 membres. Donc, vous devriez avoir, chaque parti doit présenter une liste qui contient 65 candidats potentiels pour, bien sûr, avoir des sièges au niveau de la commune. Si vous avez le cas du Parlement, vous avez 4 sièges en liste locale, vous devriez donc, bien évidemment, en tant que parti politique, présenter des listes avec 4 candidats potentiels et on va voir comment on pourra calculer
les sièges et le quotient électoral et autres. Donc, dans le cadre de ce scrutin de liste, on a dit donc le nombre, il est établi dans une circonscription, rendant ce système qui est relativement complexe. C'est sûr qu'il faut des techniques pour comptabiliser les voix exprimées, pour connaître le quotient électoral, pour aussi essayer de comprendre et de faire la différence entre un système au plus fort reste ou bien à la plus forte moyenne. Donc il y a des différences quand même qu'il faut bien les comprendre pour bien expliquer ce monde. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle d'un système qui demeure encore complexe relativement. Donc le choix, il se porte sur le programme et non pas sur la personne. Même si la tête de liste, il porte toujours la liste. Ça veut dire qu'ici, vous devriez avoir au niveau d'une liste, toujours il y a la tête de liste. La tête de liste, c'est le premier qui va être dans cette liste. Donc, c'est sûr, il y a un système de blocage qui peut exister parce que ce scrutin, il peut être bloqué. Impossible pour l'électeur, par exemple, de modifier la liste. On parle là, vous n'avez pas le droit, par exemple, si vous avez un parti politique, je m'explique. Par exemple, si vous avez un parti politique qui a présenté une liste A. Cette liste A, par exemple, il comprend 4 candidats potentiels. Et vous avez un deuxième parti politique, B, qui a présenté une liste B aussi avec 4 candidats potentiels dont la tête de liste, c'est le numéro 1. Vous avez une troisième liste C, la même chose avec 4 candidats potentiels. Et la liste D, la même chose avec 4 candidats potentiels. Le citoyen, il n'a pas le droit, donc c'est un système de liste bloquée. Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de dire, ah, je préfère le numéro 1 de la liste A et le numéro 2 de la liste B et le numéro 4 de la liste C. Non, là c'est un système de liste qui est bloqué. Ça veut dire que vous devriez voter une seule liste. Si vous allez voter pour la liste A, ça veut dire que votre voix, il va directement à la liste A. Si vous votez pour B, c'est la même chose. Si vous votez pour C, c'est la même chose. Donc là, c'est un système qui demeure un petit peu complexe. Et donc là, dans ce cas de figure, on est en train de parler d'un scrutin qui est bloqué. Donc impossible pour un électeur de modifier la liste. Il peut y avoir aussi un système ouvert. Donc, dans ce cas de figure, l'électeur, il peut changer l'ordre des noms ou bien panacher les listes. Mais si le système il est bloqué, comme c'est le cas au Maroc par exemple, vous n'avez pas le droit de panacher les listes ou bien de changer l'ordre des candidats proposés par un parti politique. Passons maintenant à la différence entre un scrutin majoritaire et représentation proportionnelle. Donc, pour bien comprendre ce système, il y a toujours ce choix qui influence la nature du régime. Déjà, il faut dire que le scrutin majoritaire, c'est le plus ancien, parce qu'il existait donc dans les pays anglo-saxons. Le candidat ou la liste ayant reçu le plus de suffrages, il obtient la totalité des sièges à pourvoir, même si la majorité est faible. Donc, ici, il faut faire la différence aussi entre
un système à 2 tours ou bien à un seul tour. Si le scrutin il est à un seul tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages, il va remporter les élections. Si c'est le cas contraire, ça veut dire si le scrutin est majoritaire mais à plusieurs tours ou bien à 2 tours, alors le candidat ayant la majorité absolue, 50%, il est élu. Je m'explique. Donc, dans un système de scrutin qui est majoritaire, ça veut dire celui qui aura la majorité, c'est lui qui aura le siège à pourvoir. Donc le siège à pourvoir, il est donné au candidat ayant la majorité. Mais quand même, il y a un système où le scrutin il est majoritaire, mais à plusieurs tours ou bien à 2 tours. Je m'explique, je donne un exemple, par exemple, les élections présidentielles en France. Si vous avez un système à 2 tours, cela veut dire que le premier tour, vous aurez beaucoup de candidats. Vous aurez par exemple 15 candidats. Donc 15 candidats pour la présidentielle, pour devenir président de la République. Lors du premier tour, si on arrive à avoir un candidat qui a eu 51% des voix, donc automatiquement, on n'a pas besoin de faire le deuxième tour. Celui qui a eu la majorité, plus que 50%, il sera nommé, bien sûr, président parce qu'il est élu à la majorité. Mais ça n'a jamais existé. Cela veut dire qu'au niveau du premier tour, au niveau du premier tour, on a toujours plusieurs candidats. Et vous aurez, par exemple, le premier candidat, il a eu 30%, le deuxième, il a eu 27%, le troisième, il a eu 25%, et puis ainsi de suite. Dans ce cas de figure, on est obligé, dans le scrutin majoritaire à plusieurs tours, de refaire une deuxième élection, ça veut dire un deuxième tour, et dans ce deuxième tour, on aura donc la concurrence entre les deux premiers, entre le premier candidat qui a eu le plus grand nombre de voix sans atteindre 50% et celui qui le suit, le deuxième. Et donc, au niveau du deuxième tour, celui qui aura plus que 50% sera le président de la République. Donc, c'est ça la différence entre un scrutin majoritaire à un seul tour et un scrutin majoritaire à 2 tours. Lorsque vous avez un seul tour, ça veut dire que celui qui a eu la majorité, il sera donc nommé sans faire un deuxième tour. Lorsque vous aurez un scrutin à 2 tours, ça veut dire que vous devriez faire un deuxième tour pour faire la différence entre les deux premiers. Et donc là, le peuple, il doit voter tout simplement pour choisir entre ces deux. Et c'est pourquoi vous aurez bien sûr donc, les autres partis politiques qui vont appuyer l'un ou l'autre candidat. Quand il s'agit par exemple de la France contre le Front National, vous aurez les autres partis politiques qui vont appeler les citoyens à voter pour le mouvement pour la République, ou bien pour les socialistes, ou bien pour les républicains ou autres, ou bien pour la droite. D'accord. Donc, ici, si le scrutin il est à un seul tour, donc le candidat ayant recueilli
la majorité des suffrages remporte les élections. Si c'est le contraire, ça veut dire si c'est un scrutin majoritaire à plusieurs tours, donc le candidat ayant la majorité absolue sera élu. Sinon, les candidats ayant eu plus de voix que le seuil demandé, s'il y a un seuil, donc là c'est une autre question du seuil électoral. Donc, sinon, les candidats ayant eu plus de voix que le seuil demandé passent au deuxième tour où le candidat majoritaire est élu. Dans le cas de l'élection présidentielle française, comme je viens de l'expliquer, donc les deux candidats majoritaires du premier tour passent au second. Ça veut dire le premier et le deuxième, les candidats qui étaient premier et deuxième candidats, ils passent au deuxième tour et donc on aura un scrutin pour essayer de faire la différence entre les deux et celui qui aura la majorité sera le président de la République. Donc ici, on va parler de la représentation proportionnelle. Quand on parle de la représentation proportionnelle, il attribue les sièges au prorata. Donc là, c'est un petit peu compliqué, c'est complexe ce système. Donc c'est une représentation au prorata du nombre de voix obtenues. Donc on va l'expliquer bien évidemment vers la fin. Dans ce cas de figure, afin de déterminer la proportionnelle, il y aura ce qu'on appelle un quotient électoral qui sera calculé selon la formule le nombre de suffrages sur le nombre de sièges. Vous aurez, par exemple, je m'explique, vous aurez un nombre de suffrages qui est 100 000 voix exprimées. 100 000 voix exprimées, et ces 100 000 voix exprimées, ils ont voté pour choisir 4 parlementaires. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dans ce cas de figure, nous avons 100 000 voix pour calculer le quotient électoral. Nous avons donc 100 000 voix et nous avons 4 sièges. On va donc tout simplement diviser 100 000 par 4 et on aura le quotient électoral qui est égal à 25 000 voix. Donc le quotient électoral. Donc ici, le quotient électoral, c'est pratiquement le suffrage ou bien le nombre de suffrages qui est 100 000 divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Et donc dans ce cas de figure, 100 000 par 4, c'est 25 000, c'est le quotient électoral. Ça veut dire que celui qui aura le quotient électoral, il aura un siège. Celui qui n'aura pas le quotient électoral, il n'aura pas le siège dans un premier lieu, mais on va voir le système. Est-ce que c'est un système qui est proportionnel avec le plus fort reste ou bien un système qui est avec la plus forte moyenne? On va voir ça. Donc, dans le premier cas de figure, alors on a le quotient électoral à calculer. Une fois calculé, donc ça ne pose pas de problème. On va essayer donc de diviser les sièges selon les voix obtenues par chaque liste ou bien par chaque parti politique. Lorsque après ce calcul des sièges restent, donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer tout simplement au système. Donc, les sièges qui restent, ils seront attribués soit au plus fort reste, si on opte pour un système qui est au plus fort reste,
soit à la plus forte moyenne si le système prévoit la plus forte moyenne. Donc, je vais m'expliquer encore mieux. C'est quoi la différence entre un système au plus fort reste et un système à la plus forte moyenne? Si vous avez, par exemple, si vous avez une liste qui a reçu 3000 suffrages et il faut tout simplement 2500 voix. Ça veut dire que le quotient électoral, il est de 2500. Cette liste qui a eu 3000, elle aura combien de plus? Il aura 500 voix de plus. Donc, exemple, vous avez une liste qui a eu 3000 voix. Le quotient électoral, il est de 2500 voix. Donc, cette liste, il aura un siège, mais le siège, il est avec le quotient électoral estimé à 2500 voix. Donc, cette liste, il va lui rester 500 voix. D'accord? D'accord. Ce type de représentation, qu'est-ce qu'il va faire? Vous aurez une deuxième liste. Par exemple, une deuxième liste qui a eu 4000. Il aura un siège, mais il va lui rester 1500. Vous aurez une troisième liste qui aura 2000 voix. Il n'a pas pu atteindre le quotient électoral. Donc, pour la première liste, il lui reste 500. La deuxième, il lui reste 1500. Et la troisième liste, il n'a pas pu avoir le quotient électoral. Donc, automatiquement, les voix, il reste 2000. Elle avait 2000, il lui reste 2000. Donc, si on prend le plus fort reste dans ce cas de figure, le plus fort reste, c'est celui de 2000. Parce que 2000 c'est plus grand que 1500, plus grand que 500. Donc, on aura 4 sièges. Le premier, il est donné à la liste 1. Le deuxième, à la liste 2. Le troisième, il sera donné à la liste 3. Et le quatrième, bien entendu, il sera ajouté à la liste 2. Donc, vous aurez une liste qui a 2 sièges et les 2 autres listes qui auront un seul siège. Donc, ici, ce type de représentation, elle avantage les petits partis extrémistes. C'est parmi les inconvénients de ce type de vote au plus fort reste. Si vous optez pour la plus forte moyenne elle a tendance à bipolariser le système politique. Ça veut dire que si vous avez la plus forte moyenne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le nombre de voix, mais le nombre de voix divisé par le nombre de sièges obtenus plus le nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas de figure, si on opte par exemple, si dans ce cas, on va garder la même structure. La liste qui a eu 3000 et le quotient électoral, il est à 2500. Quand vous aurez 3000, qu'est-ce qu'il va lui rester? Il va lui rester 500. Donc, comment on va procéder si on opte pour la plus forte moyenne? C'est le nombre de voix. Le nombre de voix, mais le nombre de voix, on le divise sur le siège obtenu, plus le nombre de sièges à pourvoir. Ça veut dire que vous aurez 500 divisé par 1, parce que cette liste, elle a eu un seul siège, 2500, plus
combien le nombre de sièges? C'est 4. Donc vous aurez 500 divisé par 5 est égal à 100. C'est ça la moyenne. On va voir donc le cas de la liste qui était la troisième liste, qui a eu un seul siège dans le premier cas, quand il s'agit du plus fort reste. Elle avait 2000. Vous aurez 2000. 2000 divisé par 0, parce qu'il n'a pas eu de siège, plus 4. Donc, est égal à 500. 2000 divisé par 4. Et la troisième liste qui avait 4000, donc 4000, ça veut dire que c'est 4000 moins 2500, il reste 1500. 1500 divisé par 5, ça veut dire que c'est 300. Et vous aurez un autre siège pour la deuxième liste. Donc, en général, cette méthode, il favorise les partis les plus forts, et donc on a tendance à bipolariser le système politique quand on opte pour la plus forte moyenne. Donc ça veut dire que c'est le champ politique de l'État, il se joue autour de deux grands partis politiques. Pas plus que ça, ça veut dire que les petits partis n'auront pas de chance pour avoir des sièges dans ce cas de figure. Alors, enfin, pour m'expliquer donc à la fin, là c'est pour résumer. Si vous avez un scrutin qui est majoritaire, il est caractérisé par une extrême simplicité, parce qu'elle a une tendance à assurer la stabilité politique et elle est aussi efficace. Elle a comme inconvénient, cependant, le fait qu'il déforme la réalité électorale. Ça veut dire qu'il est considéré comme antidémocratique, parce qu'il y a une surreprésentation du gagnant et qu'il systématise la bipolarisation politique. Au contraire, les avantages de la représentation proportionnelle, elles sont le fait qu'il est très démocratique et aussi l'avantage, le multipartisme, beaucoup de partis politiques, y compris les petits partis. Parmi ces inconvénients, on trouve la dispersion électorale et aussi la surpuissance de l'Assemblée que ce type de scrutin va entraîner. Donc il y a ici une impossibilité de dissoudre l'Assemblée dans le cas par exemple de la France. Je vais vers la fin essayer de donner un exemple qui était l'examen de l'année dernière. Donc la première question, il y avait deux questions donc pour répondre à une seule question au choix. La première question, c'était la différence entre le monocamérisme et le bicamérisme. On vient de l'expliquer. Donc, ça veut dire un système à une seule chambre ou bien un système à deux chambres. La deuxième question, c'était un cas pratique. Donc là, je vais essayer de faire avec vous ce cas qui est facile et pratique, mais quand même qui va donner un sens, parce que c'est comme un travail qui est dirigé. Donc ici, on donne une répartition des sièges pour un scrutin de liste à un seul tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc cet exemple qui a fait l'objet de l'examen l'année dernière. Donc, on avait 4 sièges à pourvoir.
et nous avons 100 000 voix exprimées. 100 000 voix exprimées. Donc, le suffrage, le nombre de suffrages exprimés, c'est 100 000. Les sièges à pourvoir, c'est 4. Et nous avons 6 listes qui sont en concurrence. Nous avons 6 listes. Donc, il y a une liste A, une liste B, une liste C, une liste D, E et F. 1, 2, 3, 4, 5, 6 listes. Donc, vous avez ces listes. La liste A, elle a eu 43 000. La liste B, elle a eu 28 000 voix. La liste C, elle a eu 9 000 voix. La liste D, elle a eu 10 000 voix. La liste E, elle a eu 2500 voix. Et la liste F, elle a eu 7500 voix. Donc, c'était les données dans un exemple qui était pratique. Donc, vous avez 100 000 voix, suffrages exprimés, vous avez 6 listes, vous avez 4 sièges à pourvoir. La question, c'était la première question, elle était facile. Qu'est-ce que c'est qu'un scrutin de liste? Donc, il est différent de scrutin uninominal. Donc, c'est un scrutin à la liste. Et puis, calculer le quotient électoral. Donc, on nous demande de calculer le quotient électoral. Donc, c'est facile. Le quotient électoral, vous allez prendre les suffrages exprimés qui est donc quotient électoral. Suffrage exprimé qui est égal à 100 000. Vous avez 100 000, c'est donné. Et vous avez 4 sièges à pourvoir, divisé par 4. Donc, c'est le nombre de suffrages exprimés sur le nombre de sièges à pourvoir. Donc, le quotient électoral est égal à 25 000. Donc, celui qui devrait avoir un siège, il doit avoir au minimum 25 000 voix. La question 3, attribuer les sièges à pourvoir au quotient. Donc, il faut attribuer les sièges à pourvoir au quotient. Donc, ici, les deux premières listes, ils avaient plus que le seuil. 43 000, c'est supérieur à 25 000, et 28 000, c'est supérieur à 25 000. Donc, vous n'aurez que la liste A et B qui auront un siège chacune. Donc, la liste A, elle aura un siège, la liste B, elle aura un siège. La liste A, il va lui rester combien? 18 000, parce que 43 000 moins 25 000, il va lui rester 18 000 voix. Donc, ici, on va chercher par la suite le plus fort reste. Ici, la liste B, 3 000 voix, parce qu'il y avait 28 000 voix moins 25 000, c'est 3 000. Les autres listes, ils vont garder le même nombre. Ça veut dire, vous aurez ici 9 000, vous aurez 10 000, vous aurez 2 500 et vous aurez 7 500 pour la liste F. Donc, les deux listes qui auront un siège par voie de quotient électoral, c'est la liste A et la liste B. La question qui va suivre, comment vous allez attribuer les sièges restants? Nous avons 4 sièges. On a donné le premier siège par le quotient électoral à la liste A, le deuxième à la liste B. Il nous reste 2. Donc ici, c'est simple. Il faut faire le plus fort reste. Le plus fort reste, bien évidemment, c'est 18 000. Donc la liste A est là, 18 000. C'est le plus fort reste. Il aura donc un deuxième siège. Et vous aurez par la suite qui suit, c'est la liste D qui a 10 000, donc c'est le deuxième plus fort reste, il aura un seul siège et vous aurez la répartition finale qui va faire l'objet de la dernière question. La liste A, elle aura 2 sièges, la liste B, elle aura
un siège et la liste D, elle aura un siège, les autres listes n'auront aucun siège. Bien évidemment, dans ce cas de figure, il n'y avait pas de seuil électoral. S'il y a un seuil électoral, le calcul sera autrement fait. Donc, je pense que c'est facile à comprendre. Il faut essayer de manipuler un petit peu ces techniques pour comptabiliser le quotient électoral, le suffrage exprimé, faire la différence et les comprendre. Et par la suite, donc, essayer de savoir aussi les avantages et les inconvénients de chaque système, de la représentativité, de la représentation proportionnelle, du système monocamérisme, de bicamérisme, ainsi de suite. Et je vous souhaite une très bonne chance, bon courage, et j'espère que vous aurez un très bon confinement. Je vous remercie.